le cycle dont la thématique était la mémoire, autour de la mémoire. Alors il y a eu une conférence début janvier, ensuite une rencontre sur Elie Wiesel, une exposition, et ce soir c'est avec Elios Azoulay, qui est donc compositeur, écrivain et clarinettiste. Et nous l'avons invité pour son ouvrage qui vient de paraître et qui s'appelle donc L'enfer a aussi son orchestre. Alors évidemment beaucoup de questions, oui, ah oui je veux le mot, voilà, c'est ça, voilà. Donc beaucoup de questions vont lui être posées, évidemment, moi aussi, monsieur aussi. Et nous avons établi un petit peu une prise de parole entre nous trois, avec bien sûr la clarinette qui n'est pas une parole, mais quand même, voilà. Voilà. Alors évidemment, quand on parle musique, on est toujours un peu étonné, quoi. Comment la musique dans les camps, ça paraît presque incongru. Musique dans un univers concentrationnaire, est-ce possible? Et pourtant, il y a eu tout type de musique. Musique chantée, musique fredonnée, musique composée, musique jouée, musique en cachette, musique en orchestre, etc. Voilà. Mais avant cela, étant donné que ça se passait dans le camp de Térésine, je voudrais donner la parole à mon ami qui est historien, qui est donc André Jean, et qui parfois apporte sa contribution sur le plan historique. Et donc je l'ai invité ce soir parce qu'il va un petit peu nous parler, je pense, d'une façon extrêmement efficace et intéressante, donc des camps. Il y a eu camps de concentration, camps d'extermination. Alors voilà, donc pour un petit peu, si vous voulez, poser des repères bien clairs. Voilà, alors je laisse la parole pour un peu nous dire ce qu'il va nous dire sur les camps, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, mon intervention aura deux objectifs. D'abord, faire une analyse générale, puis ensuite de faire surtout un éclairage particulier sur un camp, le camp de Térezine, dont il est question dans l'ouvrage de M. Azoulay. Vous savez tous, malheureusement, que la Deuxième Guerre mondiale a entraîné la mort de plus de 50 millions de victimes, donc, dont 9 millions dans les camps. Le génocide des Juifs, la Shoah, a coûté la vie à environ 6 millions de personnes entre 1939 et 1945, la plupart, 2,8 millions, dans des camps de concentration ou d'extermination. Vous connaissez malheureusement tous les noms d'Auschwitz, Birkenau, Treblinka ou Belzec. Les autres qui ne sont pas morts dans les camps de concentration sont morts par balles. Il y avait des groupes mobiles de tuerie, notamment en URSS, qui ont entraîné la mort de 1 400 000 juifs. Et beaucoup également, 700 000 à peu près, sont morts dans des ghettos dans l'Europe occupée. Le plus célèbre étant celui de Varsovie, mais il y a eu beaucoup d'autres. Après ce point de vue général, je voudrais insister sur le camp de Térezine, qui se trouve aujourd'hui en République tchèque, dans la région des Sudètes. C'est à l'ouest de la République tchèque, à 60 km au nord-ouest de Prague, près de la frontière allemande. Ce camp de Térezine avait également un autre nom. Il s'appelait Theresienstadt, c'est le nom allemand, mais moi je préfère lui garder son nom tchèque. C'est un camp de transit et un camp de concentration. Ce n'est pas un camp d'extermination. Et il est mis en place par les SS, par les sections de sécurité nazies, en octobre 1941. Donc la guerre a déjà commencé depuis 2 ans. Et ce camp de Térezine sera utilisé jusqu'au printemps 1945, jusqu'à la libération. Combien de personnes déportées? Les historiens sont d'accord pour le chiffre d'environ 144 000 juifs déportés à Térezine. Ils viennent d'où? Bien de Tchécoslovaquie, des Sudètes. Ils viennent aussi d'Allemagne, ils viennent d'Autriche, des Pays-Bas et aussi du Danemark. Et on verra que le Danemark, c'est important par la suite. Ce camp regroupe de nombreux artistes juifs, des artistes qui sont très renommés, des peintres, des musiciens, et M. Azoulay va vous en parler longuement, des diplomates, des juristes, des savants, des universitaires, donc des gens très qualifiés. Et en janvier 1943, après la conférence de Wannsee, Térezine devient à la fois un camp de transit, notamment vers Auschwitz, mais ça devient aussi un ghetto pour des juifs allemands
de plus de 65 ans. Très vite, dans cette ambiance de Terezin, la résistance intellectuelle va s'organiser. Elle va s'organiser dans la communauté juive. Ils vont créer ce qu'on appelle une organisation des loisirs. Dans un premier temps, les SS tolèrent cette organisation des loisirs, puis ensuite vont l'accepter. Quel est le but de cette organisation? D'organiser des conférences à l'intérieur du camp, des concerts, des pièces de théâtre qui sont jouées par des acteurs, des musiciens, des professeurs. Il y a même le Requiem de Verdi qui va être joué à Terezin en présence d'Eichmann à l'époque. Un camp où il y a également une activité intellectuelle importante, une bibliothèque de 60 000 ouvrages, ce qui est beaucoup pour l'époque, une scolarité obligatoire pour les enfants, avec éducation sportive aussi pour ces jeunes. Près de 15 000 enfants seront dans ces écoles de Terezin. Malheureusement, il y en a un peu plus de 1000, d'entre 1100 exactement, qui vont survivre à la fin de la guerre. Pourquoi Terezin également est connue par les historiens? Parce que c'est une ville qui a servi de propagande pour les nazis. De 1943 à juin 1944, Terezin est une ville de propagande idéale pour les nazis, pour cacher la réalité. Beaucoup d'Européens se posent des questions sur le devenir de ces juifs dans ces camps. Et de 1943 à juin 1944, une opération embellissement va être organisée par les nazis pour tromper l'opinion publique et pour tromper surtout la Croix-Rouge. La Croix-Rouge internationale qui demande à voir, notamment 600 Danois juifs ont été déportés. La Croix-Rouge danoise insiste auprès de la Croix-Rouge internationale pour qu'une enquête soit faite sur place. Et l'opération de propagande par les nazis va consister à modifier le camp en, par exemple, faisant des plantations de jardins, on va repeindre les maisons, on va faire des faux magasins, on va mettre en place des faux cafés qui sont construits uniquement pour cette visite de la Croix-Rouge internationale. On va donner des vêtements neufs, des couvertures neuves aux déportés. On va même organiser des opéras pour les enfants. On va éliminer aussi tous les détenus qui étaient mal portants. On va directement les envoyer à Auschwitz pour pas que la Croix-Rouge les voie. La visite a lieu le 23 juin 1944 et cette visite elle va tromper la Croix-Rouge. Un film a été tourné par les nazis à cette époque qui avait pour titre « Le Führer donne une ville aux Juifs ». En fait, c'est un camp de transit vers la mort. La réalité du camp est beaucoup plus dramatique, comme vous pouvez l'imaginer, avec une nourriture qui est rare. En 1942, il y aura une famine à Terezin, il y aura 16 000 morts. Des maladies nombreuses, vous les connaissez tous, c'est le typhus, c'est la dysenterie. Et même comme les morts étaient relativement nombreux, on a construit un four crématoire à Terezin qui pouvait brûler 200 corps par jour à la fin de la guerre. De très nombreux artistes ont été déportés, notamment dans la période septembre-octobre 1944, vers Auschwitz. Ils ont créé des œuvres très, très denses, très émouvantes, des œuvres vivantes, ce n'est pas des œuvres de chants de morts, de déportés, pas du tout. Et cette histoire de ce camp s'arrête en mai 1945, le 3 mai les SS partent, ils sont remplacés très vite par la Croix-Rouge, et 5 jours après, le 8 mai 1945, les soldats russes libèrent le camp. Les soldats russes vont même donner des armes aux déportés en disant si vous voulez vous venger sur les anciens capots ou sur les nazis de Terezin, vous pouvez le faire. Il y a eu quelques règlements de compte comme ça. Terezin est même devenu un camp de détention ensuite pour les nazis, pour les civils allemands. Et le bilan qu'on peut faire, je terminerai par là, le bilan de ce camp de Terezin, sur les 144 000 déportés, 25% d'entre eux sont morts sur place, 60% ont été déportés à Auschwitz. Alors 60%, le chiffre ne vous dit pas grand-chose, mais si je vous dis le chiffre brut, c'est 88 000 personnes. Des adultes, des enfants, des femmes, des vieillards, 88 000 déportés à Auschwitz. Il n'y aura que 15% de survivants à Terezin, c'est-à-dire 19 000 personnes. Donc Terezin est vraiment l'antichambre de l'enfer, et on le connaît, ce symbole de Terezin, par la volonté des nazis de tromper la Croix-Rouge et l'opinion publique. La même Croix-Rouge devait se rendre quelques semaines plus tard
à Buchenwald, elle n'y est pas allée, estimant qu'à Terezin, tout se passait bien. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour cet éclairage. Qui me paraît, voilà, c'était un peu pour, disons, donner des repères historiques, puisque c'est son métier. Hein. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous allons revenir, si vous voulez bien, au livre, à l'ouvrage de Hélios Azoulay. Donc le titre « L'enfer aussi à son orchestre ». Et ce titre-là, c'est en fait la deuxième partie d'une phrase qui est toute musique n'est pas un écho du ciel, l'enfer aussi a son orchestre ». C'est une phrase d'un talmudiste qui s'appelle Jacob Neusmer. Voilà. Alors tout à l'heure, je posais la question, et je la pose de nouveau à Hélios en lui demandant comment on a pu créer cette musique, comment on a pu créer de la musique dans ce camp, et comment se fait-il que ça a eu, si vous voulez, un tel retentissement. Voilà. Et l'autre question que je voudrais lui poser, c'est cet ouvrage qui est composé, il va en parler de plusieurs parties. Comment est venue, disons, l'idée d'écrire ça? Comment vous êtes tombé là-dedans? Parce que vous paraissez très enjoué, hein. Moi je le connais maintenant un peu, hein. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui depuis 3 heures de l'après-midi. Il est très gai, très enjoué, très extraverti, je ne sais pas trop, hein, je dirais peut-être, je ne sais pas. Et voilà, comment une personne comme vous est tombée dans ce trou noir là, voilà. Alors voilà, donc si vous voulez bien nous parler de votre ouvrage. Alors, il y a plein de questions, mais peut-être que je suis tombé dans ce trou noir parce que j'ai vu de la lumière au fond, hein. Et que, fatalement, la première chose sur un sujet comme celui-là, qui est un sujet que vous connaissez, pas forcément pour avoir étudié ce sujet-là, mais pour avoir au moins goûté à son vertige, c'est que c'est un sujet qui vous submerge. Et que peut-être... il ne s'agit pas là d'un défi, ce serait bien vulgaire d'imaginer rentrer dans un moment de l'histoire comme ça avec un défi par rapport à ce moment-là, mais peut-être que j'essayais en traitant le cas de la création et de la musique dans les camps de trouver à surmonter un tel sujet, un tel vertige. Je crois vraiment que c'est quelque chose comme ça. Après... tu sais, on va se tutoyer, ce sera beaucoup plus simple. Après, tu sais, non, parce que moi je veux bien dire des choses sincères, mais ça passera mieux avec le tutoiement. Alors, après, il y a une vraie question il y a une question, à mon avis, fondamentale qui se pose. C'est pourquoi ce sujet-là? Enfin, tu disais pourquoi. Enfin, en gros, pourquoi un type comme toi, qui est plutôt un type marrant, va faire. Voilà. En fait, au départ, bon, il y a, comment dirais-je, quand même une force d'attraction vraiment très puissante. Et au-delà de ça, il me semble que vous commencez par vous intéresser à un sujet, et ensuite c'est le sujet qui vous révèle. Et petit à petit, alors qu'il me semblait être justement qu'un sujet, je me suis rendu compte que j'étais en train de tirer une pelote qui était celle de mes propres intestins, si je puis dire. Et maintenant, je crois même que le terme de sujet m'apparaît complètement, je vais être très sévère, même indécent. Je crois que l'Holocauste n'est pas un sujet. Je crois que l'Holocauste, c'est... Alors, je crois que c'est un nœud indéniable qu'il faut accepter tel quel, mais quand même être capable de l'affronter et aussi d'en faire quelque chose à soi, voilà, et faire quelque chose de soi avec ce sujet-là. Voilà pour le côté personnel, mais je pourrais même aller encore plus loin. Et je vais le faire parce que tout à l'heure, tu me demandais, tu me posais une question, tu me disais, mais ton père est mort en Inde, est allé en Inde, est mort en Inde. Alors moi j'avais 4 ans quand mon père est mort en Inde, en 1979. Donc voilà, j'ai 41 ans maintenant. C'est pas pour parler de moi, c'est parce que
il me semble que c'est important. Il est naturel. Vous savez, moi, plein de fois, l'autre jour, j'ai fait un salon du livre à Paris. J'étais à côté d'un juif alsacien qui voit mon livre et qui me dit « Ah, c'est quoi ton livre, toi ?» Et ben, alors, je dis « L'enfer aussi à son orchestre. » Il me dit « Mais c'est quoi ton nom? C'est quoi votre nom ?» Je dis « Azoulay. » Il me dit « Ah, Azoulay, mais vous les Azoulay, vous y connaissez rien à la Shoah. » Bon, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'étais choqué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, ici, je pense que je peux être un peu plus compris qu'en Alsace. Parce que vraiment, mais c'était abject, j'ai trouvé, mais vraiment j'avais envie, il me dit oui, il m'a, enfin vraiment, bref. Et on peut légitimement se demander évidemment qu'est-ce qu'un bonhomme aujourd'hui de 40 ans qui naturellement n'est pas directement concerné par la Shoah. Alors je vais vous faire un aveu, mais c'est quelque chose que je sais depuis 1 an. Donc vous voyez, ça fait 10 ans que je travaille sur ça et je me suis rendu compte de ça. Quand mon père est mort, il a été incinéré en Inde. Et je crois que dans la question de ce mort sans sépulture, se pose la question aussi de déchiffrer les propres cendres qui sont celles du fleuve de poussière d'Auschwitz et de Treblinka et de Sobibor. Donc voilà pour le côté, si vous voulez. Moi je préfère, si je puis dire, me présenter ainsi. Je n'ai pas fait d'études d'histoire, j'ai une formation de musicologie, mais l'université m'ennuie d'une manière générale. Je ne suis pas universitaire, je suis compositeur. Par contre, évidemment, l'attrait de l'histoire et de relier ça à quelque chose de moi, voilà, c'est tout. Et puis vous verrez, plein de fois je buterai sur les mots. Et ce sera bien comme ça. Voilà, alors si tu veux présenter ton ouvrage, parce qu'il y a quand même 3 parties dans Non, moi je veux pas le présenter, ça c'est trop simple. Bon, alors je veux. Alors toi, voilà, moi, tu dis ce que dans ta livre, tu m'as dit j'ai lu 3 fois ton livre, il est sublime. Oui. Alors, bon, alors dis-moi d'abord ce que tu as pensé, puis après on. D'accord, ok. Parce que tu l'as lu, parce qu'habituellement, ceux qui lisent pas votre livre, ils disent présentez-moi votre livre, mais toi tu l'as lu 3 fois, donc tu peux aussi bien que moi. Hein, voilà. Oui, en fait, il y a 3 parties dans ce livre-là. Il y a d'abord Hélios Azoulay. Non, oui. Attends, suis quand même. Il y a des récits. Oui. Il y a des récits tragiques. Oui. Tu parles de certains passages, de certaines personnes, de certains compositeurs. Ils sont morts et tu racontes comment la musique les a accompagnés ou n'est pas accompagnés, etc. Bon. Ensuite, il y a une deuxième partie. Alors là, c'est philosophique, moi. Plutôt, c'est de Pierre-Emmanuel Dauzat. Oui. Tu nous diras 2 mots sur lui. Bien sûr. Et enfin, la 3e partie. J'avoue qu'elle m'a un peu interpellée. Oui. J'ai réfléchi après, j'ai compris. C'est que je vois 1431 et je vois Jeanne d'Arc. Je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Bon, alors, j'ai réfléchi, j'ai regardé et je me suis dit, mais oui, Victor Ullmann, qui était donc interné à Thérésine et qui est mort justement, donc avait commencé à écrire une partie d'une partition. Il n'a pas eu le temps puisqu'on l'a emmené au gazé, quoi, voilà. Donc, alors je me suis dit, ah bon, j'ai compris. Donc Hélios a voulu remplir cette espèce de silence suspendu, si on peut dire. Et voilà. Donc voilà les 3 parties. Alors la première partie, où c'est Hélios qui se laisse aller, beaucoup de poésie. Il y a il y a du lyrisme même. Il y a de la poésie, il y a du lyrisme. C'est très intéressant, c'est très émouvant. La partie Emmanuel Dauzat, plus philosophique, j'ai trouvé. Plus, en fait, l'idée, mais merci, c'est super comme ça. Pour moi, c'était pas véritablement pensable d'écrire une histoire. Il me semblait que s'il y avait quelque chose à raconter, c'était forcément fragmentaire. Et que raconter une histoire avec un début, une fin, je n'arrivais pas. Tout ça me semblait à l'état de miettes. Et bon, pour sa terre ramasser des miettes, ça paraît dérisoire, mais pour ceux qui travaillent à la police criminelle, ils savent que ramasser des miettes, c'est collecter des preuves, n'est-ce pas? Et donc, j'ai, si vous voulez, essayé de dénicher au travers de dizaines et de dizaines d'ouvrages lus, de rencontres, de témoignages, de survivants rencontrés, interviewés, enfin, en dialogue avec eux. J'ai tout simplement essayé de capter des moments même infiniment fugaces dans lesquels la musique apparaît. Et on se rend compte que la première surprise qui a peut-être été la vôtre, qui a été la mienne d'ailleurs il y a 10 ans, quand on m'a fait écouter une berceuse, on m'a dit « Tiens, ça a été composé dans un camp », c'est-à-dire la première surprise, ah bon, il y avait de la musique dans les camps.
Voilà. Je me rappelle même un journaliste qui m'avait dit cette phrase absolument, mais d'une maladresse, que j'attribue à la maladresse, hein, qui m'a dit « Ah bon, mais je ne savais pas qu'il y avait des loisirs dans les camps de concentration. » Mais et pourtant, on parlait de loisirs. Non, c'est pas une question de loisirs. Et alors, hormis cette première surprise, c'est-à-dire il y a de la musique dans les camps, bon, plus on étudie, plus on pense à ça, plus on se rend compte que toute notre existence est traversée par la musique. Et que donc il n'y a absolument aucune raison que là, précisément, elle aurait été... Par quel pouvoir la musique serait annulée dans un camp, dans un ghetto, et même jusqu'à la mort. Les différents chapitres, c'est lyrique, certes, c'est quand même lyrique un peu crispé, quand même, hein, ouais. Parce que c'est un sujet quand même crispant, mais traite donc de la musique, comme il arrive parfois, comme une espèce de respiration d'espoir, parfois comme une espèce de cri de révolte, et vraiment comme acte de résistance, même dans les moments qui nous paraissent les plus anodins, et parfois dans des moments naturellement plus tragiques, la musique devient évidemment un accompagnement vers la mort. C'est-à-dire qu'il y a eu de la musique, pour imager les choses, du wagon dans lequel on monte, jusqu'au moment où la porte se referme dans la chambre à garde. Et que les camps et les différents camps, avec leur organisation respective, et Térésine en est une tout à fait particulière, Auschwitz, Birkenau en est une encore, Treblinka, Sobibor encore, etc., ont tous eu des moments de musique, et à chaque fois, et moi c'est ça qui me fascine, à chaque fois vous tombez sur une question auquel vous ne pouvez pas répondre. Et je vais vous donner un exemple. Est-ce que j'ai le temps? Bien sûr, puisque j'ai tout mon temps. Si, si. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple et vous allez voir qu'il y a là, me semble-t-il, et c'est présent dans le deuxième disque. Bon. Nous sommes à Treblinka. Vous savez, Treblinka, alors lui, ce n'est pas ni un ghetto, ni un camp, c'est vraiment un camp d'extermination avec vraiment la situation la plus définitive, la plus réglée, c'est-à-dire vous descendez et la mort est là pour quelques minutes plus tard. Bon. Lorsque vous descendiez, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Aaron Libeskind, qui est arrivé là-bas avec un enfant de 3 ans et avec sa femme, à Treblinka. Et c'est là, il me semble, un des nœuds dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsque vous descendiez du wagon, les nazis avaient monté une espèce de petite piécette de théâtre, si je puis dire, où ils avaient pris 3, 4, 5 juifs, d'abord 3, puis ensuite 4 en fonction des arrivages, hein, et ils les avaient habillés avec des vestes blanches de cirque à revers bleus qui brillent, et des nœuds papillons de clown. Et quand les portes des wagons s'ouvraient, ces 3, 4, 5 musiciens faisaient de la musique et jouaient de manière enjouée, de façon, et ça c'était de la psycho, un petit peu de... Ils s'étaient rendus compte que quand ils descendaient du wagon, les juifs se disaient, mais bon sang, ah ben s'il y a de la musique ici, c'est peut-être pas si terrible que ça. Donc, si vous voulez, il y avait un moment de torpeur, comme ça, et un moment d'hésitation par rapport à la souffrance du voyage, qui fait que, pendant un certain nombre de temps, les gens étaient curieusement rassurés. Bon. Aaron Libeskind, qui arrive là-bas, il a 26 ans, avec un enfant. Il y avait un nazi là-bas, dont je ne dirais pas le nom, parce que mais dont, là, c'est vraiment... terrible. On aura l'occasion de respirer tout à l'heure avec le rire, mais là, c'est pas possible, il n'y a pas de moyen. Bon. Dont la spécialité était de prendre les enfants en bas âge et de les jeter contre un mur et de les tuer. Bon. Attendez, parce que vous allez voir qu'il y a là quelque chose vraiment d'incroyable. Donc, cet homme-là, Aaron Libeskind, devant lui, on assassine son fils. Il faut imaginer ça, évidemment, au milieu des hurlements, des cris, enfin, non, il ne faut rien imaginer du tout, parce que c'est bon.
sa femme est tuée devant lui, quelques minutes après. Tout ça, vous avez cette espèce de vertige, de désordre, de chaos, et de barbarie absolument réglée, comme du papier à musique, comme on dit, quelques expressions. Et Aaron Libeskind, enfant aimé, enfant chéri, n'est-ce pas, hein, c'est ça la traduction, se retrouve d'un seul coup, pardonnez-moi l'expression, mais orphelin de femme et de fils. Hein, et par une espèce là, pour le coup, il y a un mot qui manque. Je ne saurais pas dire... non, vous savez, parce que parfois, je fais un petit détour. Je suis plein vous allez voir, d'envolées chagaliennes. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas que je m'en prends pour Chagall, puisque je suis Chagall. Mais c'est que je crois qu'on ne peut pas traiter un sujet comme celui-là avec la ligne droite. Hein, voilà. Donc je fais juste un tout petit détour. Et j'ai même oublié ce que je voulais dire. Alors je reprends là où je... Aaron Libeskind. Aaron Libeskind, oui, tout à fait. Orphelin, oui, très bien. Non, là je sais où j'y étais, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Je reprends cette histoire-là. Aaron se retrouve... Oui, on dit, pour la caméra c'est tant pis, c'est raté. On dit, et ça c'est très intéressant, par une espèce de lieu commun, on dit, vous savez, c'est indicible, il n'y a pas les mots, etc. Moi je crois que les mots existent. Simplement, je crois que c'est une charge trop lourde pour les mots. C'est-à-dire qu'on demande aux mots de porter beaucoup trop pour eux. Donc je veux dire que ce qui arrive là, par contre, au contraire de ce que je viens de dire, là il n'y a pas de mots. C'est-à-dire que Aaron Libeskind demande là aux autorités nazies la possibilité de garder avec lui son fils toute la nuit. Et on le lui accorde. Je ne sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui explique cet accord-là. Voilà, je ne sais pas, parce que c'est pas ni une chance ni un miracle, j'en sais rien. Bon, en tout cas, il peut le faire. Et toute la nuit, Aaron Libeskind va chanter une berceuse à son gamin. Une berceuse. Et le lendemain matin, il n'y avait pas de four crématoire à Treblinka, puisqu'il y avait ce qu'on appelait de grill, c'est-à-dire que les morts étaient brûlés à ciel ouvert. Et le lendemain matin, quand Aaron Libeskind sort de sa transe chantée, puisqu'il a chanté toute la nuit véritablement, il raconte qu'il était absolument persuadé, écoutez bien, qu'il était absolument persuadé que son fils se réveillerait. Et précisément, c'est là où ça devient pour moi une question, je dirais même une question inquestionnable. Primo Levi parlait de négatif du monde. Auschwitz, c'est le négatif du monde. Vous vous souvenez de cette expression-là? Et là, c'est exactement la même chose. On est dans un monde renversé où Treblinka devient à cette heure précise le seul endroit au monde où on chante une berceuse pour réveiller un enfant. Et c'est ça, si vous voulez, qui me fascine dans le destin, le micro-destin de tous ces moments de musique, ces moments musicaux, c'est qu'à chaque fois, on tombe sur un moment, un temps où tout est renversé et où c'est impossible de répondre à la question qui se pose. Et tant qu'on ne pourra pas répondre, je crois qu'il faut continuer à se questionner. Et moins on pourra répondre, plus il faudra questionner ça. La musique, je l'ai enregistrée, elle est absolument bouleversante. Elle est chantée, moi je ne peux pas le faire, je pourrais le faire, mais je ne peux pas le faire. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Et vraiment, enfin voilà, c'est bien comme ça. Oui. Pas maintenant. Pas maintenant. D'accord, moi je te suis. Hein, okay. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc je vais continuer. Je voudrais lui poser une autre question à Elios Azoulay, parce que bon, je suis tombée sur un livre il y a même quelques temps. C'était La haine de la musique de Pascal Quignard. Alors je tombe dessus et je lis des choses qui un peu effrayantes. J'ai trouvé un petit peu vraiment violentes. Et voilà ce que je lis. Et je voudrais demander à Elios ce qu'il en pense. La musique est le seul de tous les arts qui ait collaboré à l'extermination des Juifs organisée par les Allemands de 1933 à 1945. Elle est le seul art qui a été requis comme tel par l'administration des Kunststrannen, etc. Voilà.
Voilà. Elle est le seul art qui ait pu s'arranger de l'organisation des camps, de la faim, du dénuement, du travail, de la douleur, de l'humiliation et de la mort. Alors, il y a encore d'autres, je ne sais pas si on peut appeler ça un cliché, mais d'autres remarques comme ça. Je pense à celle de Primo Levi, qui, parlant de la musique, disait que c'était infernal et que c'était un maléfice. Je pense à celle aussi de Tolstoï, qui dit aussi la même chose, que c'était vraiment sommer les gens de devenir des esclaves par cette musique. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce que vraiment on peut, disons pas, aller adhérer? On peut essayer de penser un peu comme ça ou pas? Wow. De cette musique qui a été créée. Est-ce que c'est vraiment aller trop fort et c'est un paroxysme de ces remarques-là? Est-ce que trop Alors, fort? pardon, tu as terminé ou... Non, vas-y, je t'en prie. D'accord, Après, non, mais... c'est bon. Non, mais parce que c'est une question c'est une question, si je coupe une tête, il y en a deux qui apparaissent, hein, c'est effrayant. La présence de la musique dans les camps était, si je puis dire, bicéphale et somme toute finalement assez schizophrène. Il y a une présence telle que celle que je vous raconte et celle qui est le cœur de mon livre et celle qui me passionne le plus. Autrement dit, la musique clandestine, la musique comme acte de résistance, la musique comme moyen de survivre, la musique comme, voilà, le miracle de la musique véritablement. Après, il y avait l'autre partie, cette deuxième cervelle, ce deuxième crâne, cette deuxième tête, c'était la musique et l'emploi perverti de la musique par l'administration nazie. Bon, ainsi, tous les camps étaient, comme je vous le disais tout à l'heure, dotés d'un orchestre comme Treblinka, où vous aviez, mais à Auschwitz, vous aviez un orchestre de 40 musiciens, par exemple chez les hommes, et chez les femmes, c'était pareil. Et tous les matins, lorsque les commandos groupés par 5 sortaient par la porte pour aller occuper leurs fonctions, enfin, pour aller faire les esclaves, ni plus ni moins, enfin, voilà, eh bien, ils avaient de la musique 2 heures simplement, parce que, et Primo Levi le dit dans Si c'est un homme, parce que simplement la musique, mais alors là, il faudrait questionner le pouvoir de la musique, et là c'est un autre débat, mais c'est même pas un autre débat, c'est une autre question, c'est une autre montagne à gravir. La musique a le pouvoir de faire marcher les morts. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Primo Levi le dit. Qu'est-ce qui fait que des gens qui n'ont pas mangé, qui pèsent 40 kilos, 50 kilos, qui sont à 2 pas de la mort, tous les matins peuvent marcher dans le froid le plus infernal, simplement parce qu'il y a une grosse caisse qui fait boum boum boum? Qu'est-ce qui fait que la musique porte les hommes comme le vent porte les feuilles mortes? Qu'est-ce qui explique ça? Rien d'autre, et là moi je ne veux pas faire ni mon mystique, ni rien, mais rien d'autre que le pouvoir de la musique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, après que la musique ait collaboré, je trouve que si vous voulez que c'est un petit peu un raccourci que prend Quignard, parce que c'est pas la musique qui collabore, c'est l'emploi qui est fait de la musique, qui fait que la musique devient collaborationniste, ou ce que vous voilà, je ne veux pas même dire collaborateur, non, c'est cet emploi-là qui est un emploi perverti par les nazis. Parce que, et ça c'est une des, non pas des thèses, mais disons un des fleuves souterrains qui traverse le livre, c'est que moi je crois que les nazis n'aimaient pas la musique. Et pour moi c'est très fort, c'est très évident, et on en parlera ensuite, mais il me semble que l'idée du peuple allemand comme le peuple musical d'Europe, et donc les nazis comme les amateurs, vous voyez ce que je veux dire, me semble être une espèce de cliché pour les mauvais romanciers, et je serais heureux d'en parler, parce que je sais qu'on n'est peut-être pas d'accord, mais moi je suis très tranquille à l'idée qu'on ne soit pas d'accord ensemble, surtout si c'est moi qui ai raison. Mais c'est vrai, c'est une question qui interpelle, hein, parce que vous dites souvent dans votre ouvrage... Dès qu'on n'est pas d'accord, tu repasses au vouvoiement. Hein. Ah, pardon. Ouh là là là. Excuse-moi. Alors, tu dis dans ton ouvrage, c'est vrai, tu enfonces le clou. Les Allemands, tu parles de musique, tu parles de... Ils n'entendaient rien, ils ne comprenaient rien. Alors vraiment, on a l'impression que... Est-ce que tu n'es pas en train d'essentialiser? Non. Non. Est-ce que je peux répondre? Parce que là aussi, la réponse, elle est complexe, mais elle est évidente. Mais il va falloir me faire confiance. D'accord. Bon. Moi, je pars du postulat de base que le salaud sait qu'il est un salaud. Le salaud sait qu'il est un salaud. Autrement dit, à un certain degré de crime, le criminel sait qu'il est un salopard. Je ne vous parle pas du type qui tue sans faire exprès. Non,
quand je vous parle de ces salauds-là, je vous parle de Mengele, c'est-à-dire le mec qui tue des nouveau-nés, des femmes. Vous voyez, cet homme-là sait qu'il est un salaud. Bon, c'est impossible autrement. Il a renversé sa tête d'une manière où il pense qu'il agit pour le bien de l'humanité, parce qu'il a adhéré au catéchisme de Mein Kampf et d'Hitler, etc. Mais au fond de lui-même, il y a une petite lumière de merde, pardon pour l'expression, mais qui dit, il sait qu'il est un salaud. Bon, et le salaud, comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir face à un génie comme Beethoven, puisque c'était ça, le grand apôtre Beethoven, Wagner, mais prenons Beethoven, encore plus. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est obligé de dire, il est obligé de se raccrocher à ce qui lui est à jamais confisqué, c'est-à-dire la poésie, l'âme, la musique. Donc il est obligé de dire, j'aime, il ne lui reste que plus ça à coloniser, il n'a plus que ça à coloniser. Je vais vous donner un exemple, parce que là je parle, on va dire, bon, enfin, il est un peu abstrait, Elios, là. Je vais vous donner un exemple très très simple, et vous allez voir que ça me paraîtra encore plus lumineux. Et ça nous paraîtra encore plus lumineux. Bon, voilà. Et c'est une anecdote que je tiens, elle est morte maintenant il y a 3 ans, de Violette Jacquet-Silberstein, qui était violoniste dans l'orchestre des femmes d'Auschwitz. Une femme d'une intelligence, d'un esprit, d'un humour, d'une joie, etc. Incroyable. Bon. Un jour, Mengele, probablement fatigué de sa sélection, vous savez, sur le quai, à droite, à gauche, n'est-ce pas, hein, si vous êtes une femme, si vous êtes à l'âge, si vous êtes un enfant, si vous êtes petit, grand, etc. Bon. Traverse la Lagerstrasse du camp des femmes pour aller vers le bloc des musiciennes, le bloc 12. Et là, les musiciennes, puisqu'elles avaient terminé leur service du matin, étaient en train de travailler. Elles travaillaient 6 heures par jour la musique. À l'époque, la femme qui dirigeait l'orchestre était Alma Rosé. Alma Rosé, c'était la nièce de Gustave Mahler. C'était incroyable. C'était la seule femme qui n'était pas tondue dans le camp. Vous vous rendez compte? La nièce de Gustave Mahler, qui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on n'en parlera pas, parce qu'il faut, voilà, parce qu'on parlerait de trop de choses, mais qui avait créé autour d'elle une espèce de respect, de déférence des autorités nazies qui avaient même fait au moment de sa mort, puisqu'elle est morte dans les camps, elle a eu droit à des funérailles à l'intérieur du camp, une juive, on a dressé un catafalque et on a permis à tous les prisonniers, à tous les déportés, de venir s'incliner devant la dépouille d'Alma Rosé, ce qui est complètement hallucinant. Bon, Mengele, un jour, ce salopard définitif, traverse la Lagerstrasse, rentre dans le bloc 12, et là, quand vous rentriez, vous avez tout de suite à droite la petite cellule dans laquelle elle... Petite cellule parce qu'elle était du coup chef de bloc, si vous voulez, hein, voilà, bon. Donc elle avait un petit lit où elle dormait. Et juste à côté, il y avait la Blokova. Vous avez la capo, c'est-à-dire la chef, et la Blokova, la chef de... Bon. La Blokova s'appelant d'ailleurs Tchaïkovska, on n'en finit pas. La Blokova s'appelant d'ailleurs Tchaïkovska, qui était une musicienne totalement médiocre, mais qui avait convaincu ces nazis si mélomanes qu'elle descendait de Tchaïkovski, qui du coup lui avait donné la direction de l'orchestre. Alors pour des mélomanes, vous rigolez, mais c'était vraiment des crétins. Bon, alors voilà. Bon. Donc, Mengele rentre à l'intérieur du bloc. Les musiciennes, peut-être, comment savoir, elles ne se souvenaient plus précisément. Bon, on s'arrête, bon, évidemment dans la peur que crée toujours la vision d'un officier nazi à l'intérieur d'un bloc. Enfin, on n'était jamais à l'abri de quoi que ce soit, même quand on était un peu plus protégé comme l'étaient les musiciens. Et Mengele, face à lui, a les musiciennes, le pupitre du chef, naturellement, la petite estrade, et à droite, un chevalet sur lequel était inscrit le répertoire de l'orchestre. Ainsi, n'importe quel dignitaire du camp pouvait, à ses moments de loisir, venir et choisir, tiens, est-ce que vous pourriez me jouer ça, tel truc de Verdi, tel truc, voilà. Et à ce moment-là, Mengele exige qu'on lui joue un morceau de Schumann, qui s'appelle La rêverie de Schumann. C'est extrait des Kinderscenen, des scènes d'enfants. Bon, vous avez, ça fait papa, bon, voilà, c'est magnifique, sublime. Mais bon, alors là, excusez-moi, mais je ne vois pas comment il serait permis à un homme qui collectionne les jumeaux pour les disséquer de venir exiger la scène d'enfant et le morceau le plus sublime de Schumann parce qu'on se prétend mélomane. Je veux dire qu'il n'y a rien de plus con qu'un mélomane
Si être mélomane, c'est piétiner la musique à coups de talon en prétendant l'aimer. Et je vais vous donner un autre exemple pour retourner les choses, parce que c'est marrant, j'étais chez un bouquiniste tout à l'heure, juste là dans la rue de Breteuil, là, et le bonhomme, je voyais, il avait une histoire de la musique, il me dit, est-ce que vous connaissez l'histoire de la musique de Rebatté? Vous connaissez Rebatté? Vous connaissez Rebatté, enfin ce salaud, etc. Enfin bon, bref, Rebatté, qui a écrit une histoire de la musique. Une histoire de la musique, une histoire de la musique. Évidemment, où il fait 90 pages pour Wagner et 2 pages pour Mendelssohn. Hein. Ok, on ne sait pas pourquoi. Hein. Bon. Mais c'est possible que Mendelssohn soit juif et Wagner antisémite. Hein. Bon. Alors, et je crois que c'est pareil. Il y a souvent chez le mélomane rassasié, comme l'était Rebatté, la volonté non pas d'aimer la musique, mais de la coloniser, simplement par impuissance poétique. Voilà. Et c'est ça qui me fait dire que l'amour est une exigence et que, au titre de ce que représente pour moi l'amour, il ne suffit pas de dire j'aime la musique pour l'aimer comme il se doit. Donc je supprime le droit aux nazis de prétendre aimer la musique. Voilà. Merci, il y a eu un applaudissement. Je voudrais te poser une question. Oui, oui, la pauvreté musicale des nazis, on la retrouve dans le fait que des grands musiciens sont interdits. Hein. Dès 1933, on peut prendre l'exemple de Mendelssohn, de Gustav Mahler, de Schumann, Chopin. Les détenus jouent de façon clandestine des morceaux qui sont interdits. Mais moi, la question que je vais... Mais en plus, je vais même te dire quelque chose, c'est même encore bien, parce que quand on fouille la correspondance de Goebbels, même lui, il est consterné. Oui. Il dit, attends, parce qu'ils peuvent plus... Même Bach est problématique, parce que Bach a été découvert par Mendelssohn, qui lui était juif. Donc au bout d'un moment, bon, on peut plus jouer Bach, plus Mendelssohn, il leur restait quoi? Ils avaient que des compositeurs. Tous les bons compositeurs étaient partis, ceux qui avaient pu fuir. Il leur restait Karl Orff, qui a une nullité pour stade de foot, voilà. C'est vrai, enfin, je veux dire, voilà. Et quelques compositeurs qui espéraient grimper dans la hiérarchie nazie. Donc ils n'avaient plus rien. Même Goebbels disait, mais bon sang, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Même lui. Voilà. Le terme de coloniser convient parfaitement. Tu dis que les nazis ont colonisé la musique alors qu'ils étaient tout à fait incultes dans ce domaine. Il faut rappeler que ces orchestres jouaient au moins 2 fois par jour pour l'appel le matin et le soir dans les camps. Ils jouaient également lorsqu'il y avait des exécutions publiques, hein, quand on exécutait des gens en public et on faisait rassembler sur la place centrale les détenus et on demandait à l'orchestre de jouer. Ils étaient également conviés, entre guillemets, les détenus à suivre des concerts, notamment le dimanche après-midi. Comment est perçue cette musique par les détenus? Ça aussi, c'est une question intéressante. Quelquefois, elle est totalement rejetée. Et M. Azoulay donne l'exemple en Noël 43, à Auschwitz, 40 musiciens hommes vont dans l'infirmerie des femmes jouer des airs traditionnels polonais. La plupart de ces femmes sont des polonaises. Et en entendant ces chants polonais, elles pleurent. Elles pleurent dans un premier temps, puis après elles se révoltent, elles sont en colère, et elles demandent aux musiciens de partir, elles les chassent. Elle leur dit, fichez le camp, laissez-nous crever en paix. C'est ça. Ça, c'est un exemple de quelquefois de rejet de cette musique par des détenus. L'autre exemple qu'on peut donner aussi, c'est lorsqu'il y a l'appel et que des malheureux vont travailler, quelquefois, ils crachent sur les musiciens qui jouent. Parce qu'ils estiment que les musiciens sont mieux traités. Mais ce qui est vrai, moi j'en ai parlé, c'est un sujet, c'est un petit peu un point délicat, parce que je crois que... D'ailleurs, j'espère qu'il ne sera jamais question, mais il ne s'agit certainement pas d'établir de hiérarchie parmi celles et ceux qui ont souffert. Mais quand vous parlez avec... moi, j'ai parlé beaucoup avec Violette, et puis avec Anita, qui est violoncelliste, qui maintenant est la dernière survivante qui habite Londres, et qui vous dit que, oui, eux, du temps de leur vie musicale dans le camp, ils n'ont pas eu à souffrir de la faim, ce qui était, enfin, vous l'imaginez, énorme. Bon, donc, alors oui, il y avait plein d'autres risques, il y avait la peur, il y avait tout, il y avait le fait d'avoir perdu tout le monde, etc. Mais il y avait quand même ce truc-là. Donc, naturellement, elle passait auprès de tant d'autres pour déprivilégier. Et puis même, ça donnait aux musiciens une chance supplémentaire de survie. Imaginons que c'était un peintre ou que c'était un poète, il n'avait pas du tout la même chance de durer un peu plus. D'ailleurs, Pierre Vidal-Naquet, j'avais retrouvé une phrase de lui qui dit « Menuhin,
pouvait survivre à Auschwitz, mais certainement pas Picasso. Et donc, pour ça, il y avait quand même, bon, comme tu disais, pas une hiérarchie, mais... Alors, bon, comment on peut dire non, ça? Non, mais désolé, un privilège, mais ça, voilà. ça fait partie de... Voilà. Ça fait partie de voilà. Bah, voilà, c'était ça, oui, tout à fait. Voilà. Et... Non, moi je veux tout dire. Oui, d'accord. Et c'est vrai qu'il y avait différentes... on peut parler de la musique qui était entendue par les détenus, la musique qui était entendue par les capos, les nazis, et là, comme dit l'autre, la musique de la victime, l'oreille de la victime n'est pas la même. Ah non, bien sûr que non. C'est clair, n'est pas la même. Alors voilà. Pardon, oui, vas-y, je t'en prie. Non, ça va. Il y a des moments qui sont particulièrement... et des... En fait, je vais vous dire un truc. Moi, je crois que j'ai toujours été anarchiste dans le fond. Ça se comprend. Et je crois que je n'ai, puisqu'on parlait du mot hiérarchie, hein, à l'instant, je crois que j'ai jamais réussi à établir de hiérarchie entre les musiques. Pour citer d'ailleurs Karl Kraus, qui est... type sublime, etc., dont je cite dans mon livre précédent. Oui. Et il dit à un moment, mais que me fait la 9e de Beethoven à côté d'une rengaine, d'un orgue de barbarie et d'un souvenir? Et je crois que ce qu'il y a précisément et ce qui se trouve avec beaucoup plus d'évidence dans les camps, c'est qu'entre un opéra qui est composé et une berceuse comme celle de Libeskind, comment établir de hiérarchie? Est-ce qu'on peut parler de grande musique et de petite musique? Vous comprenez ce que je veux dire? Il me semble que là, et c'est ça qui moi me passionne jusqu'à explosion, si vous voulez, c'est que la musique, ça c'est une phrase de Rainer Maria Rilke qui dit « Une œuvre d'art est bonne qui surgit de la nécessité ». C'est la première lettre qu'il envoie dans les lettres à un jeune poète. Une œuvre d'art est bonne qui surgit de la nécessité. Il me semble là qu'il n'y a rien qui puisse mettre en concurrence les œuvres quand elles surgissent à cette heure précise de l'histoire et du destin de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants, puisqu'il y a des gamins aussi qui ont fait de la musique. Plein d'enfants qui ont fait de la musique. Oui. Alors justement, une autre question peut-être, oui. Elios. Pourquoi créait-il? Pourquoi écrivait-il de la musique? Alors, il y en a qui disent c'est pour consolation, c'est pour se soulager, mais c'est faux, ce n'est pas que ça. Alors, toi, tu as un élément de réponse si tu dis que ça c'est faux. Ah, toi, oui. tu sais pas, que non, lui, si. Écoute, la dernière fois, j'étais interviewé sur I24 News, vous savez, la télévision, voilà. Et ils me posent cette question-là. Oui. Ils me disent, Elios Azoulay, est-ce que vous pourriez, une dernière question, est-ce que vous pourriez en 2-3 phrases me dire pourquoi est-ce qu'on composait dans les camps? Je lui dis, oh non, en 2-3 phrases, c'est absolument impossible. Et j'ai commencé, merci beaucoup, au revoir. Bon, alors, par téléphone, enfin, oui, l'enfer, bon. En fait, c'est ton truc, Dina, c'est pas une question, c'est un... Non, mais c'est même pas un livre, c'est une béance. C'est la création. Non, mais pourquoi on crée? Alors moi, je vais te dire quand même pourquoi on crée. Par nécessité. Non, j'en sais rien. Oui, c'est ça, voilà, j'aime bien cette phrase. Parce que imagine-toi qu'avant que tu viennes, je suis allée rencontrer un compositeur, et je suis rentrée à peine, je me suis assise, je lui ai dit... Qui ça? Georges Boeuf. D'accord, je ne le connais pas. Je dis, dis-moi, Georges, toi tu es compositeur, pourquoi tu crées? Il m'a regardé, il m'a dit, ben, je sais pas, pourquoi tu fais la vaisselle? Il m'a dit, c'est comme ça, c'est une nécessité. Il y en a qui, voilà, ça vient. Alors je lui dis, mais il y a quelque chose, tu penses quelque chose? Non. Alors, il y a quand même un exemple qui va peut-être nous éclairer. Je t'interromps, Dina, parce que j'interromps Georges Boeuf. Pour vous parler, mais dans mon interruption, ta parole résonne encore plus. Hein. Franchement, je m'en sors comme je peux. Comme ça, après, j'oublie. Je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Józef Kropinski, qui est un homme qui était prisonnier à Buchenwald. Józef Kropinski était un résistant polonais, donc pas un juif, mais résistant polonais. Lorsqu'il est arrivé à Treblinka, il a été nommé directement dans l'hôpital
de Treblinka, enfin l'hôpital, enfin bon. À la fois l'hôpital pour soigner les nazis et à la fois l'endroit où on faisait des expériences sur les prisonniers. Donc dans un endroit... Et cet homme-là s'est servi des feuilles de soins des nazis pour écrire derrière des œuvres. Il a composé, écoutez-moi bien, il a composé 700 pièces, 700, chœurs, quatuors à cordes, pièces pour piano, opérettes, tout ce que vous voulez, 700 pièces, pendant tout son internement. Et c'est là où ça devient absolument passionnant, et c'est encore un autre nœud sur lequel on ne pourra pas défaire ici ensemble aujourd'hui. Lorsque le camp est libéré, il rentre chez lui, il peut enfin rentrer chez lui, simplement 700 pièces, il ne peut pas prendre le papier. Donc il en abandonne 200, 300 dans le camp, qui sont perdus, c'est terminé, on ne les aura plus jamais. Et dans le train qui le ramène chez lui, il avait tellement froid qu'il a brûlé encore 300 pièces, qui fait qu'aujourd'hui, il nous reste son fils à 111 pièces, 111 pièces de cet homme-là. Et dès lors, et tu verras que je te pose, parce que c'est pour répondre à ta question par une autre question. Bon, parce qu'il y a ce moyen-là. Quand cet homme-là, en 1945, retourne chez lui, il ne compose plus jamais une seule œuvre de toute sa vie. C'est-à-dire qu'en 4 ans d'internement, il a composé 700 pièces et qu'ensuite il n'a plus jamais écrit une seule musique de toute son existence. Donc pourquoi est-ce qu'on compose? Moi je dis aussi qu'il y a des rencontres entre soi et notre décor, si je puis dire, qui fait qu'à un moment, il y a quelque chose qui nous déborde, parce que ce que M. Boeuf ne t'a pas dit, c'est que l'art, non mais il te le dira si tu insistes, hein, c'est que l'art, c'est un débordement. Voilà. Un débordement de vie. Non, un débordement tout court. Un débordement. Oui, un débordement de vie. Non, est-ce que la création n'est pas un élan de vie, un élan pour aller à l'extérieur de soi qui te déborde? Mais alors là, c'est autre chose. Il faudrait avoir un philosophe. Oui. Excusez-moi. Pour bien connaître Georges Boeuf. D'accord, non, mais je vais avoir beaucoup interrogé. Non, mais c'est simplement pour le faire exister, sa parole, qui est très belle dans cet endroit aussi assez fécond. Et pour parler de son travail, parce que moi je joue sa musique depuis que j'ai 17-18 ans, et je me dis, mais qu'est-ce qui te pousse à écrire? C'est une question évidemment qui est naturelle, quoi. Et il me disait, mais tu sais, parce que je dis, mais il y a tellement de chefs-d'œuvre, enfin ça fait quand même, là on est en 1900, à l'époque c'était 97, 98, derrière nous il y a une montagne de chefs-d'œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un compositeur peut porter son crayon sur une... Enfin, ça paraît quand même assez délirant. Il me dit, en fait, tu sais, je pense pas comme ça, parce que si je pense comme ça, je peux pas lever le crayon est trop lourd, je peux pas le... Mais par contre, j'écris une musique qui me semble manquer à mes oreilles, à mes propres oreilles. C'est-à-dire, c'est effectivement de l'ordre d'une nécessité, pas forcément tragique, existentielle, tout ça, mais quelque chose qui relève de... il y a bien sûr énormément de chefs-d'œuvre dans le monde dans lesquels on peut trouver nourriture et consolation, apaisement, exaltation, tout ce qu'on veut, mais pour un individu donné, lui en l'occurrence, il lui semblait manquer quelque chose, et c'est cette musique qu'il écrit. Très bien, très bien. Oui, mais de toute façon, en fait, tu as posé la question d'une manière différente, parce que tu n'as même pas dit pourquoi tu composes, tu as dit qu'est-ce qui nous pousse à écrire. Donc s'il y a quelqu'un qui nous pousse à écrire, enfin, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous pousse à écrire quelque chose. Oui, tout à fait. Et je t'en prie. Ah non, des questions ou des... Oui, des questions avant on passe... Après, moi, je vais vous jouer quelques petits airs, si vous voulez. Une remarque que je pouvais ajouter, il n'y a pas que la création dans les camps, il y a aussi des purs mélomanes. Et M. Zoué, dans son ouvrage, raconte qu'à Buchenwald, par exemple, des détenus se réunissaient entre eux pour écrire sur leur carnet toutes les musiques à écouter si jamais on s'en sort. Ils n'écrivent pas que des œuvres que j'ai écoutées ensuite avec intérêt, toutes les œuvres qu'il faut écouter, mais ils écrivent également des recettes de cuisine ou des livres à lire. Et la liste est très longue. Donc il y a les créateurs, il y a aussi les mélomanes. Tu as tout à fait raison, il y a de toute manière un appétit
qui est vérifiable, si je puis dire, et qui se retrouve dans tous les points dans tous les points de fuite de l'existence. Ouais. C'est-à-dire que si on s'en sort, eh ben oui, il y a ce prisonnier, donc c'est un carnet inédit que m'a donné sa fille, etc. Ben, il note un fleuve d'œuvres qu'il a envie d'écouter, de livres, de machins, de trucs. Les recettes de cuisine, on sait que ça permettait de couper la faim. Ça, c'est, si je puis dire, pardonnez-moi le terme, un classique des carnets de notes, esquissés à la sauvette par les prisonniers, quels qu'ils soient, de noter une recette de cuisine parce que ça, voilà, ça permet de penser à autre chose qu'à la fin, en tout cas. De garder un peu d'humanité aussi. Absolument. Voilà. En fait, si vous voulez, je vais vous faire un peu de clarinette. Oui. Est-ce qu'une dernière chose? Oui, ce ne sera certainement pas une dernière. Bon. Est-ce que vraiment, il faut absolument expliquer la création d'une œuvre, comme dans le camp par exemple, par le contexte, en disant ils ont écrit ça parce qu'ils étaient malheureux pour se soulager? Non, ou simplement l'œuvre existe, et ben elle existe par elle-même, tout simplement par elle-même. Alors, c'est quand même un reflet de... Est-ce qu'il faut absolument expliquer ça comme cela? Alors moi j'aime beaucoup le terme de reflet. J'aime beaucoup le terme, je ne sais pas si vous qui l'avez prononcé, madame, il y a une dame qui a dit c'est quand même le reflet. Je trouve que reflet c'est un très beau mot pour dire ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Il y a des musiciens qui viennent me voir et des mélomanes qui viennent me voir parfois à la fin des concerts et qui me disent, mais avec beaucoup d'amitié, c'est pas du tout pour me piquer, n'est-ce pas, qui me disent avec beaucoup d'amitié, mais tu parles beaucoup dans tes concerts, parce que moi je joue, mais je parle énormément, vous voyez, vous constatez, n'est-ce pas? C'est pour ça que les concerts durent toujours 3 heures, mais personne ne voit le temps passer, vous voyez ce que je veux dire. Vous allez voir, tout à l'heure, vous dites, il est 11h30. Dites pas non si c'est sublime. Il y a des gens qui font là que 12 ans pour aller s'emmerder avec Wagner à Bayreuth. Vous voyez, les prix des places, pas possible. Pour voir des... Ouais, non, c'est vrai, alors que regardez, on est à Marseille, on est bien. Alors, ces musiciens qui viennent te voir. Alors, ces musiciens, non, ces musiciens ou ces gens depuis qu'ils viennent voir, ils ont dit, Hélios, un jour, comme si c'était ça l'horizon qu'il fallait mordre, un jour, on pourra jouer ces pièces et les écouter simplement parce qu'elles sont belles. Ouais. Eh bien, je crois qu'ils se trompent. Ouais. Et je crois qu'ils se trompent, mais complètement, et à double titre. Premièrement, parce que, alors je vais y aller en 2 temps. Même si, comme dit mon ami Ivry Bitlis, il me dit, des 2 solutions, choisis la 3e. Bon, voilà, bah oui. Bon. Et la première, c'est que pour moi, le répertoire, ça n'existe pas. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse jouer une œuvre, quelle qu'elle soit, de Beethoven, et penser qu'il lui suffit simplement d'être belle et de résonner. Il me semble que dès lors qu'une œuvre n'existe que comme œuvre de répertoire, elle est dévitalisée. Il me semble que c'est quand même mettre une œuvre sous cloche, de pomper tout l'air, et qu'on a là un objet qu'on vous présente, mais que vous n'avez pas le droit de toucher. Il me semble que de parler, de présenter le contexte, c'est comme d'offrir une bague dans un écrin. C'est-à-dire que si, chère Dina, ton mari t'a offert une bague pour tes fiançailles, à mon avis, il a mis autant de soucis à trouver l'écran qu'à te l'offrir. Et il t'a pas dit, tiens, je t'ai mis ta bague de fiançailles sur la table. Non, c'est-à-dire, non, mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que je crois que on est avec une musique là qui n'est pas fragile, mais qui est d'une telle délicatesse que la jouer simplement en disant Made in Auschwitz, ça ne suffit absolument pas. Non, non, mais c'est le danger. C'est un très grand danger. Mais vraiment, et je crois que le contexte colle à la musique comme la sueur fait que la chemise vous colle quand vous courez. C'est exactement la même chose. L'histoire transpire sur la musique et la musique transpire l'histoire. Et si vous annulez là simplement parce que c'est beau, il va vous manquer une dimension, mais il va vous manquer le cœur de cette histoire-là. Et c'est la raison pour laquelle, et là je vais être hyper sévère et tant pis, c'est pas grave, je vais me faire des ennemis sauf ici. Donc je crains pas grand-chose à vrai dire. C'est pour ça, à mon sens, qu'une partie de ce qu'on appelle la musique classique, et moi je déteste ce terme-là,
est aujourd'hui une musique de musée, je suis très sévère, pardonnez-moi, mais c'est comme ça, c'est qu'on finit par aimer les œuvres simplement comme des œuvres. Vous savez, tous les concerts, je vais vous donner un exemple, tous les concerts, Dina, tu m'as pas vu en concert, je reviendrai à Marseille faire un concert, pas au Théâtre de la Criée parce que je me suis fâché avec Macha Maquillette. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On vous racontera. Bon. Et je vais vous raconter, tous les concerts, c'est pas une blague, tous les concerts, je les donne avec le costume de mariage de mon grand-père. Et mon grand-père donc était plus petit, ce qui fait que si vous voulez, j'ai une image tout ça et tout, et c'est un smoking, il est un peu large comme ça. Alors, le premier réflexe, quand on voit un illusion, mais tiens, il est un peu grotesque. Alors, oui, mais moi, clown, ça ne me pose pas de problème. J'ai reçu une lettre d'insulte la dernière fois d'un homme qui m'a dit « Vous êtes bon pour le cirque ». Mais moi, clown, enfin, si c'est Chaplin, je trouve ça magnifique. Enfin, je veux dire, c'était un compliment, il n'avait rien compris. Bon, mais ce que je veux dire, attendez, parce que on en était sur la musique, le répertoire, est-ce qu'il faut jouer? Bon, quand je mets le costume de mariage de mon grand-père qui se marie en 1944, ce qui n'est pas rien de se marier en 1947, quand je mets son costume de mariage, j'aurais eu très bien la possibilité de faire comme font les musiciens classiques quand ils jouent Beethoven, c'est-à-dire de mettre le costume sur un mannequin et de le regarder prendre la poussière. Moi, je crois que le costume, il est beau si on le fait rentrer dans le jeu de la vie et si on le remet dans le jeu de la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, d'un seul coup, ce costume-là, il vit. Et quand on prend Beethoven, ah, c'est la cinquième, ah oui, ça c'est un Schubert, ah, ça, on nous fait une espèce d'alignement de mort comme ça, etc. Et les musiciens classiques, et là, c'est là où moi j'ai de l'avance sur tout le monde. C'est que les musiciens classiques, ils sont aujourd'hui tellement désespérés de la situation morbide à laquelle ils sont condamnés, c'est-à-dire à ne jouer que les morts, qu'ils sont obligés de se fendre une petite explication musicologique au début, qui ennuie tout le monde. Et regardez, alors moi j'ai compris. Voilà. Ah non, la musique, cette musique-là, plus que toutes les autres, nécessite d'être remise dans le jeu de la vie. Tu sais pourquoi? De la vie, parce que on n'enterre pas deux fois les gens. Et que cette musique-là, qui était un élan de vie, nécessite qu'on souffle à l'intérieur pour lui donner vraiment toute la dimension, la force et la densité. La densité de cette musique. Alors, donc, c'est un réveilleur de conscience. Tu bouscules, tu réveilles. Non, moi je bouscule. Tu veux réveiller. Je sais pas. Tu veux réveiller les consciences. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, je vous ai pas endormi. Je vais vous jouer quelques petites pièces et ça n'est qu'une clarinette. Hein. Donc on va faire ce qu'on peut. Oui. Et tu voulais poser une question? Vas-y, tu peux y aller. Moi, je suis pas... Pendant qu'il prépare son instrument, je voulais dire aussi que c'est prêt, merci beaucoup. des détenus chantaient des hymnes nationaux avant de mourir. Certains ont chanté l'Internationale avant de rentrer dans des fours crématoires, dans la chambre à gaz. D'autres ont chanté des hymnes tchèques. La Marseillaise a été également chantée par des détenus. Non, mais tu sais, en fait, chaque présence musicale est un miracle. Tu parlais de l'Internationale, oui, ce sont ces prisonniers communistes là qui chantent face à la mitraille, qui vont crever et qui à 4-5, à l'appel de leur nom, ils vont mourir, ils chantent. Et tu parlais de l'hymne national tchèque, oui, jusque dans les chambres à gaz, on a chanté l'hymne national. Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que, tu aurais pu parler, je le dis dans le livre de cet homme-là, de ce cantor, qui, au moment assassiné donc par les Einsatzgruppen, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette Shoah par balle, abjecte, qui demande simplement la permission, la permission de pouvoir chanter pour ces hommes, ces femmes qu'on est en train de tuer. Et l'officier lui dit oui, vas-y, chante toujours. Et il chante. Et à la fin, après avoir tué des milliers de personnes dans la journée, comme il le faisait, n'est-ce pas, ces gens-là, hein, ces mélomanes, et après avoir tué des milliers de personnes, eh bien, l'officier lui a été, alors là, je ne sais pas ému, en tout cas, il lui a dit, demain matin, tu pourras t'échapper, tu pourras te... Oui, ça c'est curieux. C'est curieux, ça. Enfin, non, vous voyez, et le bonhomme a survécu et a enregistré en 1946, on a l'enregistrement de ce cantant, de ce que cet homme-là a chanté pour ses frères. Et il chante la prière des morts devant 1600 personnes qui vont être exécutées devant lui. Et il a demandé l'autorisation de chanter la prière des morts. L'officier nazi lui accorde cette possibilité.
lui laisse la vie sauve et lui permet même le lendemain de s'échapper du camp. C'est très clair, l'éclair d'humanité, je dirais. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce que c'est. Moi aussi, mais bon. Non, je ne sais pas. Parce que... ça comme ça. Non, mais vous savez, c'est marrant parce que... Je termine. Juste, voilà. La vie et de la mort, c'est horrible. Parce que quand on dit éclair d'humanité, mais exactement, je crois que c'est plus, ça peut être encore plus pervers que ça. De grâce. Je crois, j'arrive pas à dire humanité. Oui, alors c'est vrai que le chef d'orchestre, c'est marrant, je vois à côté, le chef d'orchestre d'Auschwitz, mais il y a trop d'histoires, c'est pour ça qu'il faut évidemment acheter les disques. Alors il y a un problème avec acheter le livre. Attendez, je vais vous dire pourquoi vous allez dépenser votre argent doublement, aujourd'hui et demain. Alors, c'est qu'en fait, vous savez, j'ai eu un souci avec mon éditeur, je devais amener des livres et mon éditeur ne me les a pas livrés. Par contre, j'ai mes disques qui recèlent toutes les musiques dont je viens de parler. Donc évidemment, il faut les prendre, c'est magnifique, mais c'est pas grave, on a le temps de boire, de dédicacer, vous de me faire des chèques, de s'embrasser. Alors, l'important, et ça, c'est que je crois, comme vous disiez, que oui, c'est peut-être une manière de se prendre pour Dieu. En revanche, il y a cette phrase qui est quand même intéressante, tout à fait intéressante, du chef d'orchestre d'Auschwitz, de l'orchestre des hommes, qui a cette phrase qui dit que quand les nazis écoutaient de la musique, il y avait une lueur d'humanité qui brillait dans leurs yeux. Voilà. Mais bon, moi je pense que c'est le génie de la musique qui parle pour eux. Ah oui. Alors je vais vous jouer quelques petites perceuses comme ça, très très belles. Alors je vous dis, c'est une clarinette, les pièces ne sont pas forcément pour la clarinette là, mais ça n'a pas d'importance, les mélodies résonneront. Nous sommes dans le ghetto de Vilnius. Et il y a un petit enfant de 9 ans qui compose tout simplement une petite berceuse parce que dans le ghetto, on avait décidé d'organiser, et c'est là où on voit quand même à quel point la musique est au cœur d'un élan sublime, on avait décidé d'organiser un concours de musique, figurez-vous, un concours. Et le concours avait été gagné par un petit enfant qui s'appelait Alexander Volkovitsky, et qui est vivant, qui vit d'ailleurs, qui est toujours vivant, qui vit en Israël, qui maintenant a changé de nom, qui s'appelle Tamir, qui a fait une carrière de musicien et qui a composé une toute petite berceuse qui s'appelle Stiller, Stiller. Stiller, Stiller, silence, silence. Et ce qu'il raconte d'ailleurs, les paroles de la berceuse sont assez tragiques puisqu'il s'agit des massacres de Ponard, hein, c'est-à-dire exactement ce qu'on vient d'évoquer. Tiens, je pourrais vous jouer une petite mélodie d'ailleurs de Józef Kropinski, cet homme, vous savez, qui a écrit. Il a écrit un truc, mais qui est vraiment d'une densité, d'une beauté. Ça n'a pas de titre. Hein.
il y a une femme qui a été, d'ailleurs, qui traverse à plusieurs reprises mon texte, qui s'appelle Ilse Weber. Et elle était infirmière à l'hôpital pour enfants de Thérésine. Bon, vous savez, la comédie qui était Thérésine, donc vous imaginez ce qui était réellement un hôpital pour enfants à Thérésine. Donc là-bas, en plus des soins qu'elle pouvait prodiguer réellement, si vous voulez, elle composait pour les enfants des petites mélodies. Elle a composé 7 petites berceuses, 7 petites mélodies, 7 petites berceuses, dont une qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Vigala, qui est vraiment d'une très très grande beauté et dont on sait que lorsqu'elle l'a chantée pour la dernière fois, c'était en accompagnant de sa propre volonté les enfants de l'hôpital à Auschwitz. Et elle a chanté ça jusque dans la chambre à gaz, cette petite mélodie que je vais vous jouer, Vigala, Vigala. Vigala, pardon. Petit garçon. Non, Vigala, ça veut rien dire en fait, parce que Vigala, c'est... Oui, Vigenlied, c'est la berceuse. Donc c'est un jeu de mots, si vous voulez, Vigala, Ville. Voilà, il n'y a pas, c'est pas un... Voilà. C'est un petit garçon. Et je pourrais terminer, si vous le voulez... Non. On dit jusqu'à 11h. Hein. Ah ouais. Oui, tu as raison. Mais c'est très bien l'idée de ne pas avoir de fin. Parce que moi, je trouve, tu vois, une des phrases les plus stupides, à mon sens, de la littérature française, c'est la première du Voyage au bout de la nuit, qu'admire tant Lucchini. Mon Dieu, qu'il est belle de ce point de vue-là. Non mais... Il a même, non mais c'est vrai, il a même appelé son autobiographie comme ça. Ça a débuté comme ça. Ça, mais bon, alors ça c'est vraiment. D'ailleurs, vous savez, je vous dis, je l'ai jamais dit à personne, mais tous mes chapitres, je ne sais pas si tu as remarqué, commencent par le mot ça. Oui. C'était pour réhabiliter le mot ça, parce que je trouve que Céline nous l'a pourri avec son ça a débuté comme ça. Pour moi, il n'y a rien qui débute comme ça. Je veux dire, moi, je ne sais pas comment ça débute. Ça, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas, je ne sais ni jamais comment commencer, ni comment terminer. Tu comprends? Donc voilà. Non, tu as raison, tu n'as pas envie qu'on termine, moi non plus. Mais un jour ou l'autre, on arrivera à quelque chose qui ressemble à un événement passé. Alors, je vais vous faire une toute petite berceuse composée par un Polonais, un anonyme. Donc, je suis en train de me demander si c'est femme-homme, donc une berceuse anonyme. Beła Sobiera Seljonia. Alors, pardon pour l'accent polonais, c'est l'histoire en fait d'une petite. Voilà, il y a une maman qui est à Auschwitz, c'est le papa à Majdanek, et donc l'enfant est orphelin. C'est une toute petite berceuse très très belle. En fait, il faut se rendre compte à quel point la musique, parce que ça, peut-être certains d'entre vous vont dire ah oui, mais moi, ça me dit quelque chose, c'est une berceuse traditionnelle que j'ai peut-être déjà entendue. En fait, il y avait énormément, naturellement, de gens qui détournaient les chansons des paroles pour y simplement placer
leur vie, leur histoire, leur quotidien. Donc vous avez plein de musiques traditionnelles que vous retrouvez aussi, mais travesties avec la peau de cette histoire. Et ça, c'est vraiment très très beau. Enfin, le reste était très beau aussi. D'ailleurs, vous voyez beau, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Voilà. C'est juste ça. Écoutez bien, on va le faire ensemble après. Avec-moi. Ya la la. Encore plus fort. Merci. Est-ce que tu as encore une autre question? Parce que moi j'en ai plein. Moi aussi, mais bon. La berceuse du papa qui a chanté tout ça. Ah, ça donne... Un frisson. Alors, les paroles, parce que c'est compliqué. Hein. Padari-dam, padari-ya. Dadari-dim, padaram. Padari-yam, padari-bam. Yadadim-tim, padaram. Yadadim-bam, yadaram, padam. Yadaram, badam, badam. Yadim, bam, yadaram, badam. Yadadim, dim, bam, badam. La lulay, lulay, ram, badam. Lulay, lulay, yadaram. Lulay, lulay, yadaram. Yadiram, pam, pam, param. Yadarim, pam, param, param. Yadariyam, param. Yadariyam, pam, pam. Ça, c'est dans les disques. Hein. Moi, je viens pas pour les vendre, hein. Mais vous n'êtes pas venu pour pas les acheter, quand même. Voilà, justement, tu veux les présenter? Je vais vous raconter une blague, parce que le seul moyen de sortir de ça, c'est pas une blague. Absolument stupide qu'il faut que vous connaissiez. Et si vous avez des questions, très volontiers, mais celle-là, elle est dure, il faut raconter une blague après, sinon c'est... Mais c'est... J'en parlais avec Marc-Alain Wakni, puisque je te disais. Et Marc-Alain me dit la dernière fois, et c'était très intéressant, il tenait ça de quelqu'un d'autre, mais je sais plus de qui, etc. Parce que vous savez, Marc-Alain, tout est... Hein, c'est irréférent, c'est formidable, il connaît l'origine de tout, c'est magnifique. Et il disait qu'un ami à lui avait dit, mais regarde le nom. Parce que, on dit Auschwitz, bon d'accord, mais le nom polonais, c'est pas ça. Auschwitz, je sais pas trop quoi, je sais pas comment dire. Bon, bref, voilà. Bon, Auschwitz, c'est-à-dire en dehors le Witz, l'humour, l'esprit, Auschwitz. Donc toujours,
Et ça, c'est mon travail, remettre le Vitz là où on a voulu l'en faire sortir. En tout cas, là où on a voulu ne pas le faire pénétrer. Donc, une blague sublime, totalement vintage, si vous me permettez cette expression, c'est-à-dire racontée dans les années 30 par les nazis. Bon. Par les nazis. Lapsus, non, pas lapsus, parce que je ne sais pas ce que ça révèle, et si ça devait révéler quelque chose, ce serait atroce. Alors une erreur. Alors c'est non. Et il y a vous avez Abraham et Salomon, deux juifs berlinois qui décident d'assassiner Adolf Hitler. Alors ce que moi je trouve que ça a été. Moi je suis très badinter, je suis très anti-peine de mort, mais une balle dans la tête d'Hitler, malgré tout, messieurs dames, c'est pas. Évidemment, la question de savoir si un homme comme ça mérite-t-il la mort se pose, mais mérite-t-il la vie, hein, ça va bon. Alors, Abraham, Salomon décide d'assassiner Hitler. Simplement, évidemment, il faut étudier le trajet qu'il va faire le Führer pendant la journée, etc. Ah oui, il va passer par là. Donc, ils savent que précisément à 14h, il va passer derrière cette porte-là, derrière laquelle il se cache, armés l'un et l'autre d'un pistolet absolument chargé à bloc, n'est-ce pas? Et lorsqu'Hitler passera avec ses aides de camp, bam, une balle dans la tête et ce sera terminé. Magnifique, ça aurait été génial, hein, une vraie blague de l'époque. Bon. Ils sont là, évidemment, un peu en avance pour se préparer, etc. Et il est 13h30 lorsqu'ils prennent la pause, n'est-ce pas, l'un derrière l'autre, comme ça. À 14h, le Führer n'est toujours pas là. Bon, c'est évidemment normal, un peu de retard, c'est naturel. Bon. 15h, toujours pas de Führer. Bon, il a pu être retenu, c'est vrai, quand même, un homme d'une telle importance, vous comprenez, etc. 16h, toujours pas de Führer. 17h, 18h, 19h, 19h30, ça fait 5h30 qu'ils attendent, n'est-ce pas? Et puis à 20h, au bout de 6h, vous avez Abraham tout crispé comme ça, qui se retourne vers Salomon, qui dit « Bon sang, j'espère qu'il lui est rien arrivé. » Merci beaucoup.